Bonjour, c'est déjà le Sharp 25, donc on est content d'en avoir fait autant. Et aussi, On n'en revient pas. salut Karine, comment vas-tu? Pardon, salut Sandrine, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, oui, c'est une fin d'année très très sportive, mais je trouve que l'actualité vit une accélération complètement délirante, et puis que toutes les propositions qui sont faites sont vraiment très très fortes. C'est pour ça que je suis ravi que tu nous parles de l'Europe d'abord. Mhm. Alors, Alors, en fait, je vous parle de l'Europe d'abord parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, puisque je prépare le Sovereignty Summit de la French Tech Bruxelles qui aura lieu lundi 23 si vous êtes à Bruxelles ou si vous voulez faire un tour. on peut Donc pas le lundi voir en 23. ligne, il faut être là-bas. Non, il faut être là-bas. C'est une demi-journée, donc c'est quand même assez gérable. Ouais. Donc, si vous n'en avez pas assez de la tech et vous Et ça, aurez on une. peut s'inscrire, il faut s'inscrire en ligne, il Oui, faut. on va mettre le lien d'inscription en commentaire. Le thème de cette édition, c'est Time for Action. Et c'est un peu l'axe de mon intervention aujourd'hui. Bon, moi, pour ma part, je trouve que visuellement, Vivatech, quand on parle d'IA et on dit mon IA est meilleur, bon, bah, visuellement, c'est pas flagrant. Non. Donc, il y a toujours des robots, il y a toujours des trucs sympas, mais pour vraiment voir les tendances, c'est pas hyper évolutif. J'ai pas eu le sentiment d'avoir une très grosse actu. La grosse actu, c'était quand même la keynote, enfin le débat avec Jensen Huang de Nvidia et l'annonce de sa collaboration avec Mistral, ce qui rend quand même assez confiant dans l'idée que bah, du côté de Nvidia, on estime aussi qu'il y a un marché européen et qu'il faut y participer, puisque en gros, il va fournir des capacités pour une Alors, vingtaine de data centers les en cyniques Europe. diront que comme on lui ferme le marché chinois, il essaie de se rebattre sur l'Europe. Bon, Eh ben oui, tant mais mieux c'est une s'il le fait. opportunité à saisir. Et en tout cas, Mistral l'a saisi puisque donc ils ont annoncé qu'ils allaient apporter une capacité de 18 000 GPU pour le nouveau data center de Mistral qui va se construire dans l'Essonne. Donc voilà, un bon petit coup de pouce à Mistral qui lui permet de sécuriser ses approvisionnements. Donc voilà, la souveraineté fait partie des grandes tendances qui ont été identifiées à Vivatech après le sommet pour l'IA. Donc tout ça a été très politique. Mais aujourd'hui, time for action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au-delà des bonnes intentions. Ça fait 1 an qu'on en parle. Comment est-ce qu'on fait pour concrètement avoir des alternatives crédibles et pérennes aux outils de notre dépendance, puisque je rappelle que 80% de nos achats de numérique sont des achats américains dans l'économie française et que le CIGREF a fait une étude récemment où il a évalué le coût de la dépendance numérique américaine pour les entreprises à 264 milliards d'euros en Europe. Donc, ça fait une belle filière alternative, même si on en prend Incluant l'Angleterre ou Europe au sens Europe, Union institutionnel. européenne. Union européenne. Donc si tu rajoutes l'Angleterre Ouais. et l'Ukraine, qui est aujourd'hui un gros centre, effectivement, c'est encore pire en fait. Donc, mettons que les solutions souveraines aient 20 à 25% de part de marché, ça fait déjà une belle opportunité de marché. Donc, voilà, les entreprises doivent se saisir de ce sujet, qui est un sujet à la fois de demandeurs et d'offreurs, c'est-à-dire en tant que grande entreprise, donneur d'ordre ou entreprise mature, comment est-ce que je réduis ma dépendance aux outils extra-européens et comment je peux introduire de la sovereignty by design. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'ai déjà d'installé et comment je peux le transitionner. Globalement, quelles sont les dépendances d'une entreprise, son approvisionnement en hardware, donc les devices, les terminaux, les infrastructures, les processeurs, les suites logicielles. Donc, suite logicielle, ça peut être le Digital Workplace, Google, Microsoft, mais aussi les systèmes d'exploitation des chaînes de fabrication. Hein, il y a des secrets industriels à protéger. Et puis la partie processeurs et chips. L'Europe ne produit que 11% des microprocesseurs dans le monde, donc c'est une très forte dépendance. Mais grosso modo, sur l'ensemble de cette chaîne-là, on importe 80%. Donc, Alors, je vais dire juste une remarque, parce que ce que tu dis sur l'Europe est vrai, mais vrai globalement pour toutes les entreprises. Il y a un papier très étonnant qui est sorti dans Medium cette semaine, où Netflix explique qu'ils sont en train de changer, pour reprendre par rapport à nos industries culturelles, mais ils sont en train de changer toute leur infrastructure et tout leur backbone interne.
parce qu'en fait, ils sont en train d'évoluer et du coup, la plateforme doit faire le même genre d'investissement. Donc, c'est une dépendance absolue à 4 ou 5 industriels, même pour Netflix, quoi. Donc, qui est quand même le monstre qui gagne de l'argent en streaming. Et donc, on voit bien, et en plus, à la Netflix, ils le publient, on mettra le lien, ils le publient comme ça dans Medium, ils expliquent toutes leurs strates. Et c'est vrai que ça montre l'enjeu pour les industriels et pour les chefs d'entreprise. Et puis, une activité comme le cloud touche absolument toutes les entreprises, touche les données stratégiques des entreprises. Et aujourd'hui, le cloud souverain, il y a toujours débat si c'est un cloud qui est opéré par des Européens ou par des entreprises de toute origine basées en Europe. Donc, et avec des structures capitalistiques, il y a beaucoup d'Américains dedans. Voilà. Même nos champions industriels sont souvent financés par la Silicon Valley. Et puis, c'est pas du fantasme, puisque on a vu la Cour pénale internationale privée de Microsoft en représailles à l'action contre le gouvernement israélien. Donc, voilà, Microsoft a concrètement coupé le service à la Cour pénale internationale, pas au dernier clampin venu, quoi. Donc, ça arrive. Donc, ça fait partie de la gouvernance des CEO et au plus haut niveau des grandes boîtes de réduire cette dépendance. Alors, il y a réduire la dépendance à ce qui existe, c'est complexe, parce que faire basculer une entreprise de Microsoft à GameSpot, c'est quand même un gros boulot, et ça impacte absolument tout le monde, et c'est risqué. Donc, la question, c'est est-ce que finalement, on va juste diversifier son portefeuille d'app et mettre, on va dire, 15% de souverain, ou le faire uniquement sur une filiale ou uniquement sur une activité, et puis voir comment ça se passe, mais au moins ne pas dépendre de un ou deux fournisseurs et de pouvoir avoir un retour d'expérience sur ces outils-là, qui existent, mais qui souffrent d'un déficit de notoriété. Et puis ensuite, il y a la partie, je dirais, greenfield, comme on dit en industriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de déployer l'IA, les supercalculateurs, le quantique. Pensons souveraineté by design tout de suite. Ne refaisons pas les mêmes erreurs et essayons de penser comment j'assure la dimension souveraineté dans ce déploiement. Donc, nous, dans cet événement French Tech Bruxelles, on veut vraiment promouvoir cette idée de Sovereignty Recovery Plan, c'est-à-dire l'idée d'avoir un plan dimensionné aux mesures de son entreprise, comme on l'a fait pour la cybersécu, sur l'analyse de mes risques. Est-ce que les alternatives existent? Si elles n'existent pas, comment je m'organise, peut-être au niveau de ma filière industrielle, peut-être avec mes compétiteurs, pour faire émerger des solutions. Enfin, vraiment avoir une vision de cette notion qui était un peu sous le radar jusqu'à présent. Quand tu dis French Tech Bruxelles, donc c'est une action de la French Tech qui pousse un certain nombre de thématiques vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de quelles entités? Non, c'est un rassemblement d'entrepreneurs. Donc là, on est en train de parler entrepreneurs privés parce que le secteur public, par essence, il pense à la souveraineté de ses données, c'est des données à protéger, et puis la DINUM s'occupe de ça, et notamment a été révélé ce qui s'appelle la suite numérique, qui s'est d'ailleurs un peu fait allumer sur l'air mais c'est pas à l'État de développer de l'open source parce que finalement ils le mettent à disposition de tout le monde. Mais enfin, au moins il faut quelque chose, et la DINUM ils sont chargés de l'architecture de l'État en matière de numérique, et donc voilà, moi personnellement je salue cette initiative. Oui, et ça veut dire qu'il y a une émulation en fait. Ça veut dire qu'il y a déjà un socle qui est maîtrisé par l'État, qui a développé en interne sa solution et la met à disposition des autres. Et ensuite, ça veut dire que si je suis une entreprise, j'ai le droit de dire, je peux y avoir accès ou travailler sur ces bases qui sont de l'open source. Oui, c'est de l'open source, donc voilà, n'importe qui peut contribuer, utiliser. Pas que l'État, pas que les services de l'État, même une PME à la limite bien équipée avec des bons ingénieurs. Je pense que ça touche principalement les collectivités territoriales. D'accord. Qui en plus ont des soucis de budget, donc voilà quoi. Mais après, il y a plein de très beaux de très beaux produits européens, et j'en viens à la partie offreur. C'est que aujourd'hui il y aurait une filière souveraine à développer. Et c'est une opportunité pour les startups, et on commence à voir de plus en plus dans les présentations pour les investisseurs cette dimension souveraine là.
Je pense à Ecosia, alternative à Google Search. Je pense à Jamspot sur le software justement les digital workplace. Voilà, je pense à plein d'alternatives. Lixi pour la synthèse de texte et le multilinguisme. Il y a plein de startups qui sont là-dessus. Est-ce qu'elles scale, est-ce qu'elles sont capables de passer d'une année sur l'autre, hein, évidemment pas en 5 minutes, à une échelle suffisante pour peser? J'ai l'impression, je prends l'exemple d'Ecosia. Ça fait des années que j'entends parler d'Ecosia, d'abord sur la qualité de ce qu'ils font, ensuite sur le côté écolo, et enfin, maintenant on dit, parce qu'en plus c'est souverain, mais je ne sais pas quelle est la part de marché d'Ecosia, je ne sais pas si ils sont soutenus, s'il y a eu, ce qu'il y a eu par exemple dans la construction de la filière aéronautique, un système de commande, un système d'incitation pour que tout le monde fasse ce qui a été fait, par exemple, à Toulouse ou ailleurs. C'est-à-dire, on dit, il y en a un centre, on a investi, il y a des gens qui bossent, et d'une année sur l'autre, tu finis par gagner du terrain, et à un moment donné, tu es le concurrent de Boeing. Tu vois, si on se dit qu'Airbus, c'est le bon modèle... Tu poses la bonne question, c'est comment on stimule finalement la demande à travers la commande publique, d'une part, parce que je rappelle quand même que nos données de santé, on a signé un deal avec Microsoft, et la commande privée également. Et la French Tech a fédéré une initiative qui s'appelle Je choisis la French Tech, dans laquelle des entreprises françaises s'engagent à acheter des solutions européennes, et certaines avec des montants annoncés. Je pense à AXA, la Française des Jeux, la BPCE, etc., ADP, voilà, qui ont adhéré au programme et qui s'engagent sur des montants. Alors, c'est jamais la majorité de leur budget, soyons clairs, mais au moins, on met un pied dans la porte. Et en plus, travailler avec ces grandes entreprises apporte une forme de labellisation à ces startups, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être aux normes puisque c'est utilisé par un grand assureur qui lui-même a des standards élevés. Donc, c'est beaucoup par la commande qu'on va pouvoir créer ça, et aussi par la visibilité, et aussi par l'exportation, parce que il faudrait avoir un schéma cohérent. En Europe, il y a déjà sur ces solutions alternatives, il y a déjà une concurrence intra-européenne. Donc, pour faire un géant, est-ce qu'il faut laisser faire cette concurrence, micro-concurrence? Ça peut être long. Ou alors tenter de collaborer, de fusionner ou de se spécialiser. Alors, je vais donner un exemple qui est un peu sulfureux, mais dans l'Union soviétique, pourquoi l'Estonie est un très bon pays et excellent en digital, et pourquoi l'Ukraine est excellent en digital? Parce que dans le schéma soviétique, on avait spécialisé ces pays-là sur certaines compétences. Donc, dans notre cadre tout à fait différent, ne pourrait-on pas essayer de se spécialiser? Certains sont plus cloud, certains sont plus infrastructure, etc. Essayer d'avoir un schéma directeur un peu de ça. Dans ce contexte-là, on a quand même l'Agence européenne de l'innovation qui est assez richement dotée. Je crois que c'est 10 milliards de soutien aux startups. Il y a un fonds de 7 milliards pour le cloud. Donc, l'argent public, alors, il y a un fonds l'avocat du diable. Je suis Ouais. l'avocat du diable, pardon de t'interrompre dans cette envolée européenne. Moi, j'ai l'impression qu'on fait pas mal le premier boulot de repérage, d'accompagnement. Je dirais, dans le cinéma, c'est les courts-métrages, c'est super, on est super bon. Mais est-ce que quand il s'agit de faire un studio, ou qu'il s'agit de construire une machine de guerre cohérente, est-ce qu'à ce moment-là, on est rattrapé par notre faiblesse en termes de capital? Parce que rien que les 10 milliards que tu annonces, qui sont une vraie somme absolument considérable, est-ce qu'il y a les 100 milliards qu'il faut derrière, ou si on écoute ce que raconte Sam Altman, les 1000 milliards qu'il faudra pour, ayant repéré, on va dire, le petit Spotify qui est agité au fond de la classe et puis qui tout d'un coup commence à sortir des solutions, puis qui un jour va aller sur les marchés financiers, d'être happé par finalement du capital américain avec des Suédois super cool à Stockholm, et puis de devenir effectivement une grande boîte. On leur souhaite tous de devenir Spotify. Est-ce que là, on n'est pas encore une excellente question, mon cher Alexandre. Justement, l'Union européenne vient d'annoncer un plan scale-up avec l'objectif d'avoir d'ici 2030 10 licornes valorisées plus de 100 milliards d'euros, donc des très grosses, et qui va mettre de l'argent à la clé là-dessus.
Et puis aussi ce handicap que nous avons de l'hétérogénéité des régimes des entreprises d'un point de vue juridique et fiscal, qui, ça a été calculé, est équivalent à des droits de douane de 50% et qui nous plombe aussi à l'exportation, parce que le marché européen, c'est une chose, mais on a aussi des coopérations extra-européennes possible, justement dans la configuration géopolitique aujourd'hui. Si tu mets le Japon, l'Australie, le Canada, Singapour, la Corée du Sud, qui a un régime GDPR exactement le même que le nôtre, voilà, et ça, on commence à avoir vraiment un marché critique. Mais tout ça s'orchestre et c'est ça qui est compliqué, parce que il y a aussi un discours sur la souveraineté française. Et des structures françaises. Donc, on se perd un peu là-dedans. Et d'ailleurs, la notion de souveraineté européenne, elle se discute, puisque l'Europe n'est pas un État et donc n'a pas de souveraineté en tant que telle. Donc, c'est plus une direction vers laquelle on va qu'une réalité. Donc, je ne dis pas que ça n'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est que quand même, on peut se mettre en ordre de bataille et que c'est une opportunité de marché. Ça n'est pas qu'un enjeu politique. C'est un enjeu aussi pour des boîtes de réussir et de devenir plus grosse et surtout de ne pas être complexé par ce discours extrêmement hégémonique qu'on a en face, qu'on va tout résoudre, on va tout faire, ça va être énorme. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être complexé, il faut pousser notre chance. Voilà. Moi, je pense que c'est bien d'abord que c'est un discours qui vient des entreprises, parce que ça prouve qu'elles ont une certaine autonomie de réflexion et puis une espèce d'émancipation finalement du poids de l'État dans la commande, ou du poids de l'État dans la recherche, ou du poids d'État dans le premier financement. Mais est-ce qu'il y a un volet financier ou est-ce qu'il y a un volet industriel dans la réflexion? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas si mauvais, sinon les Américains ne viendraient pas investir ici. On n'est pas si mauvais pour construire des infrastructures, on a de l'énergie, sinon les pays du Golfe ne mettraient pas 50 milliards sur la France pour construire des data centers parce qu'on a de l'énergie nucléaire, par exemple, ce qu'on a appris au moment du sommet de l'IA. Mais en revanche, finalement, on parle toujours des mêmes, hein, je ne veux pas être méchant, mais on les connaît tous. Il y a 3 ou 4 boîtes européennes, françaises, allemandes, souvent anglaises aussi d'ailleurs, il faut le dire, qui sont en pointe, et pas tant que ça de super champions, voire pas du tout. On cite Dassault Systèmes, et puis on cite SAP au niveau européen, qui en termes de valorisation, même en termes de puissance, sont capables d'aller, et encore on n'est même plus sûr, on n'entend plus tant parler. Mais encore une fois, il y a des technologies qui se déploient maintenant, et donc il y a des parts de marché qui se prennent maintenant. Donc c'est vrai que sur le cloud, c'est compliqué parce que quand tu es une petite start-up, les premiers qui viennent te voir et qui te donnent des jetons gratuits, c'est AWS et Azure. Donc c'est vrai que… Et Microsoft, oui, Azure, Microsoft. Voilà, soyons bons. Voilà, on a OVH Cloud, mais il en faut d'autres. Donc, et là, il s'agit de reprendre de la part de marché, c'est plus compliqué. Mais par contre, sur l'IA, voilà, on a un champion en Europe, personne ne sait qu'il est européen, c'est Eleven Labs. Dans le domaine de la voix. Et qu'il est polonais, je crois même, c'est ça? Exactement. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas, on ne développe pas la European Pride et même l'axe marketing de la souveraineté. Et finalement, c'est un axe qui, à mon avis, est quand même porteur et ouvre un peu des portes. Moi, c'est toi qui me l'as appris, hein, qu'ils étaient polonais. Je le dis parce que je l'utilise. J'essaye de l'utiliser. Parce que je me suis demandé, mais c'est finalement, on utilise dans les industries créatives, celles qui nous intéressent, voilà, alors Sora, Midjourney, VO3, tiens, au fait, est-ce qu'il existe des alternatives? Bon, ce qu'on voit, c'est que Eleven Labs ou Synthesia ou Colossian, qui est hongroise et allemande, sont des entreprises qui font du texte ou vidéo, mais qui ne se sont pas particulièrement positionnées sur la partie créative, plutôt sur la partie vidéo corporate. Tu peux faire des vidéos. Là où il y a des marchés, hein, il y a des gros marchés. Voilà, puis comme il y a beaucoup. En matière créative, il y a une boîte espagnole, mais on ne sait pas si c'est un phoné qui s'appelle FreePic, qui est pas mal, mais on ne sait pas s'ils tiennent le choc. En tout cas, c'est d'exister. En tout cas, ils ont un problème de visibilité, ils ont un problème d'accès au capital, ils ont un problème de taille de marché. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. En termes de modèle LLM, on a Mistral qu'on met en tête de gondole. On a aussi Aleph Alpha en Allemagne. Et puis, on a une plateforme open source qui s'appelle Lighton qui a des briques.
image. Je fais l'avocat du diable, hein, c'est mon rôle aujourd'hui. On a une boîte absolument fantastique. Ah bah ça, on la laisse celle-ci. C'est un avatar. Hein. Oui, bah c'est Synthesia, c'est une entreprise qui fait de la créa vidéo, donc qui te promet ta vidéo montée en 4 minutes. Donc, je pense avant tout avec un débouché, alors évidemment avec le multilinguisme, etc., mais avant tout avec un débouché corporate. Mais enfin, bon, c'est un gros marché, le corporate. Mais donc, c'est vrai qu'ils se sont axés, la plupart des boîtes qui font des applications images, vidéos, etc., s'axent plutôt sur des utilisations corporate parce que tout simplement au niveau créatif, on n'est pas à l'état de l'art, quoi. Hein, faut être clair. On n'a pas de champion susceptible de concurrencer Sora. Voilà. Donc pourquoi on peut se le demander? Je pense que c'est en partie parce que le marché des entreprises est bien plus grand que le marché des ICC en Europe, quoi. Oui. Et que voilà, le lieu où il y a des industries culturelles et créatives, c'est quand même plutôt les États-Unis. Donc on ne combat pas énormément, voilà, on va dire, au niveau des outils. Alors, mais c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Et moi, j'ai un contre-exemple, mais qui est aussi malheureusement un exemple négatif. C'est l'Angleterre, qui avait peut-être une des meilleures ou les meilleures équipes dans une société qui s'appelait DeepMind, qui a évidemment été racheté par Google il y a quelques années déjà, qui est maintenant Google DeepMind. Il se trouve, et c'est encore plus fascinant, que les équipes sont toujours à Londres. Hein, c'est Demis Hassabis qui vient d'être anobli par la reine, qui a un prix Nobel de physique, et son ancien associé qui s'appelle Mustafa Suleyman, qui maintenant est à la tête de l'IA grand public de Microsoft. Donc on voit bien que la prochaine étape, ça peut être très bien de devenir super bon, même leader mondial, et ensuite d'être vendu. Je crois qu'ils ont, à l'époque, Google a mis 500 millions de dollars parce qu'ils avaient très peur que ça crée de la concurrence. Ils ont tant bien que mal intégré dans Google tout en essayant de leur laisser la tête sous l'eau. On a vu le résultat pour Google. Mais ils ont quand même des chercheurs, ils ont quand même parmi les cerveaux les plus brillants qui sont à Londres. Et c'est la branche, tous les extraits qu'on montre, ça se passe souvent à Londres, la branche la plus brillante de Google. D'abord parce qu'elle est loin de la Silicon Valley, donc c'est plus difficile de les empêcher de faire des trucs qui viennent contredire nos modèles. Et puis, quand ils ont été en perdition, c'est grâce à cette filiale qu'ils ont réussi à revenir dans la course face à Microsoft qui avait parié OpenAI. Donc, on voit bien qu'on peut avoir une place, mais malheureusement, c'est des places de copilotes. C'est des places pour des super talents, parce que un cerveau comme celui de Demis Hassabis ou celui de Mustafa Suleyman, c'est des gens qui sont formés dans les meilleures universités anglaises. Voilà, donc quant à le gouvernement anglais qui a investi, il fait des investissements sur l'armement. C'est très justicieux puisque c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique industrielle. C'est forcément local et contrôlé. Et donc, est-ce qu'on est la prochaine étape de ce réveil, on va dire, européen? C'est pas juste que les financiers de la Silicon Valley ou d'ailleurs vont venir faire leur marché parce qu'on n'aura pas la capacité, comme tu l'as dit, d'abord de taille de marché pour devenir plus grand, et pour savoir soit résister, soit faire des alternatives. C'est aussi simple. Ouais, mais peut-être c'est une question de changement de mindset aussi. C'est que souvent, pour une entreprise, pour une start-up, c'est un aboutissement d'être acheté par des Américains. Bon, peut-être qu'il faut être ambitieux et se dire qu'on peut aussi devenir grand. Et puis, du côté des investisseurs, il y avait aussi une culture, cette culture du risque qui est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis. Donc, si on joue pas avec l'idée que en termes d'Européens, on est capable de faire des grandes boîtes et d'être un peu architecte dans ce domaine-là et que c'est une question de survie et qu'on doit le faire et qu'on doit le faire tous ensemble à la bonne échelle et en n'étant pas seulement intra-européen mais aussi en ayant une vocation mondiale, c'est parce qu'on n'est pas comme ça aussi que ça n'arrive pas. Tu sais, pour devenir docteur, il faut rêver d'être docteur, sinon tu le deviendras jamais. Donc, oui. À un moment, si tu rêves pas d'une certaine force, et il ne s'agit pas d'être impérialiste, mais d'être autonome, ça n'arrivera jamais. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu une phase politique là pendant un an et demi, et qu'on voit que ça bouge. Le président du MEDEF a fait une tribune là dans les Échos, parce que voilà, il y a aussi une opportunité de créer de la valeur avec ça,
et de faire de jolies petites boîtes européennes, et si possible dans les industries créatives. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je suis d'accord avec toi, on manque de visibilité, on manque aussi de rôle modèle. D'ambition. Alors, je pense que c'est mais je crois qu'il y a de l'ambition, mais il n'y a pas forcément les moyens, ou il n'y a pas forcément les rêveurs, comme tu dirais, nécessaires. Pour moi, si je fais le bilan de cette année, c'est un peu la saison des bilans pour les sociétés qui sont fin juin, elles font le bilan de l'année. En fait, on a effectivement, et toujours en prenant l'exemple américain comme miroir, hein, une société qui n'était pas une société à l'origine, qui s'appelle OpenAI, qui est complètement fermée, contrairement à ce que son nom indique, qui a sélectionné et même resélectionné son héros qui s'appelle Sam Altman cette année, hein, devant nos yeux ébahis, à la fin de l'année dernière, au moment de la crise. Et puis, on commence aussi à avoir, et c'est tant mieux, un retour de tout ce qui a été refoulé par le fédéralisme américain depuis Reagan, en fait, une nécessité de comprendre que c'est pas simplement un enjeu militaire qui est très organisé, c'est aussi un enjeu de société, tout simplement, autour des réseaux sociaux. On s'en rend compte parce qu'on voit les dégâts que ça provoque aux États-Unis sur les enfants. Et puis parce que l'IA, par nature, comme on le sait, c'est une techno générale, hein, General Purpose Technology, elle rentre partout. Cette semaine, on a annoncé que Barbie allait être enrichie à l'IA. Donc, les poupées vont être, comme on dit méchamment, vont avoir un cerveau. Malheureusement, c'est OpenAI. Mais bon, voilà. Et on est dans ce moment extraordinaire. Et donc, il y a un bonhomme, un groupe de gens et des capitaux, malheureusement, dans un système capitaliste, c'est comme ça, qui se sont mobilisés autour de OpenAI. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé, parce que le truc le plus monstrueux, la première chose que Trump annonce quand il arrive au pouvoir, c'est Stargate. Donc, il faut qu'on regarde le sujet qu'a fait Bloomberg et une journaliste exceptionnelle qui s'appelle Emily Chang sur ce qu'est Stargate aujourd'hui. Because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion. Ça, on sent l'ancien agent immobilier qui bave sur les 500 milliards de dollars. Voilà, construction. Larry Ellison, Oracle, le Texas, qui est en lutte contre la Californie, hein. Les élus locaux. Petit G qui s'appelle Abilene, l'élu local, qui a la bonne Donc tête. c'est là où c'est implanté OpenAI. Voilà. Lui, il lui manque le Stetson, mais sinon, tu sais qu'il a des boots. Évidemment, le jeune premier, bien sous tout rapport, Sam Altman. Il tient à montrer qu'il dépense de l'argent dans des vraies choses. Voilà. Emily Chang, peut-être la plus brillante chez Bloomberg. Elle nous avait raconté les compagnons au début de l'année. C'est l'un des premiers sujets dont on avait parlé. Voilà. Et là, on se rend compte de la taille d'un des data centers qui construisent. Voilà. C'est la plus grosse infrastructure de l'histoire. Hein. À côté Nabucodonosor et les pharaons, ils peuvent se rhabiller. Alors, il adore Big Beautiful, c'est le truc que Trump adore, comme ses lois. Big Beautiful. Il a un problème de taille. C'est vrai. Et alors là, on a le jeune premier parfait. La croissance. On retrouve Masayoshi Son, un peu abîmé mais toujours vivant, pour soutenir et chercher l'argent. Ici, on voit que de l'industrie, hein, là. Elle a mis le casque de chantier. Oui, justement. Ouais. Je pense que c'est mission rassurer les investisseurs. Exactement. C'est du concret. Voilà. Et donc, on est bien dans, on va dire, le narratif qui correspond au narratif de Trump, hein, un narratif impérial, un narratif de constructeur, un narratif d'agent immobilier. Et en même temps, c'est très solide. Et puis surtout, on voit les usines de GPU, pour l'instant, elles sont vides, mais on voit la taille. Et pour les États-Unis, il faut que ce soit big. Donc, c'est big. Et ça donne à la Californie les moyens, pas à la Californie, au Texas, les moyens d'utiliser, ça c'est très intelligent, finalement, les infrastructures. C'est de dire, il ne faut pas transporter l'énergie là où sont les infrastructures, il faut mettre les infrastructures là où est l'énergie. Et donc, ils sont sur des champs où ils utilisent les champs de gaz pour se servir de cette énergie, pour générer l'électricité.
qui sinon étaient perdus, puisque c'était des gaz qui s'enfuyaient dans l'espace. Donc, et puis, pareil, sur l'eau, ils répondent tout de suite en disant « mais on ne va pas du tout assécher, puisqu'en fait, on va prendre une fois pour toutes de l'eau qu'on va recycler à l'intérieur de l'usine. » Donc, le sujet est vraiment très intéressant. Et ils répondent aux questions, et elle fait un vrai travail, je dirais, journalistique, et elle est en mission, mais elle fait très bien son travail, et on apprend finalement de tout ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce que celui qui est à l'origine de cette orchestration, pour le coup, c'est Sam Altman. Et donc, à l'intérieur de ce sujet, il y a une interview de Sam Altman qu'ils ont ressortie il y a 3 jours, au hasard, en intégralité, alors qu'elle était à l'intérieur. Voilà. We used to think a lot about the compute we would need to train the models, and what we didn't used to think about as much as how much people were going to use these models. I mean, we did think about it. It just turned out people want to use the models much more than we imagined. Je pense qu'il est honnête. And Ils ont commencé comme un couple of labo. years ago, Il dit la maybe taille after nous launching dépasse. GPT-4 Et and l'histoire de ChatGPT, Ghibli, ça a été un it révélateur. really started to hit like, oh man, this is like gone Je from pense a qu'il lot est of vrai, compute très to, like, américain dans the cette biggest approche infrastructure project in genuine. history. Ça nous And expose we à la started thinking figure. about ways to do it, and we started trying to understand where the limits in the supply Et chain il were. est un ingénieur un peu, And- surtout un leveur de fond. And out of that emerged Stargate. There were other smaller things that we did first. We have, worked with other partners. We've worked with Microsoft to build out like very Et gigantic ils ont amounts of épuisé aussi compute. toutes les But, ressources de compute qui étaient sur le marché. this is like the Cette next semaine, ils ont step annoncé evolution. qu'ils allaient aussi I bosser mean, you avec traveled Google. around the world I talking did. to people Voilà. about this. Yeah. How Et did ce you modèle, il get va to se talking déplacer with dans le Leslie monde, Cheung notamment and dans les Larry pays du Golfe. Ellison, and how did you all come together? I've known Masa for a long time, but I was in 2023, I did sort of 2 long trips. I think that was the year. That's all. It's all about. Le mec, il ne sait plus comment il s'appelle. I did 2 kind Passe of son long temps à trips courir around the derrière world, l'argent and dans a le lot monde of it was entier. to talk to developers and governments, but a lot of it was also to just really try to like get my head around the supply chain. This is not something I've done before. Like I had not before Voilà. thought about like, what it was Je gonna pense take qu'il to dit get la compute vérité, up and running at this ça se scale. voit sur sa tête, il a And une bonne there are grosse a lot cerne. of, like, Bon, hard il vient d'avoir un pieces. bébé, ça explique peut-être aussi ça. And Mais on one of those trips, I met with Masa. il tombe Masa sur has, like, Massa qui thought a for a été long time un about, peu excommunié suite chip à fabs l'argent in qu'il a fait particular, perdre aux actionnaires but really kind of sur the ses whole thing précédents that it takes. And we investissements. got to speaking about what it would take to do compute. Et at Massa, this qui a scale. toujours des très très bons It took liens us a avec while le to figure out. Moyen-Orient, I mean, it is a puisqu'il a complex financé supply beaucoup de chain with a lot choses of et partners, des lots grands of capital. investisseurs. SoftBank's obviously your financial Mais je partner, crois que son SoftBank. problème aujourd'hui, c'est quand même de Why couldn't you get prouver what you needed? qu'il faut une I mean, we solution do get globale a lot of praise intégrée et from non Microsoft, pas but I une think this somme is de more than petites anyone. IA. Alors, Microsoft c'est Voilà. ce à quoi il s'emploie dans les 2 exercices, c'est-à-dire que Very happy. il va lui Why répondre, call et it j'invite Stargate? tous ceux qui sont intéressés à écouter cette interview en tant que began telle as a et à code name regarder le for précédent Code sujet, Nest. parce que les deux sont liés. C'est le changement d'échelle qui est derrière le succès. S'ils sont capables de fournir des produits de cette qualité, qu'ils vendent très bien, hein, ils ont plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, je n'ai pas encore le chiffre exact, mais c'est probablement en dizaines, ils avaient dit 10 à 12 milliards. Donc là aussi, ceux qui les accusent de faire du vent, non, ils ont un chiffre d'affaires. Hein, ils lèvent beaucoup d'argent de manière délirante, mais ils ont entre 10 à 12 milliards de chiffre d'affaires cette année. Là aussi, ce n'est pas des poètes qui leur achètent de l'argent, ce sont des institutions comme Palantir, comme l'armement, comme les systèmes financiers, et qui utilisent les produits et qui en retirent des bénéfices. Donc, il y a une partie du discours sur l'inefficacité des LLM qui est un discours de concurrent, et il y a une partie du discours sur l'efficacité des LLM que lui tient sur des bases qui sont réelles. C'est plus un laboratoire, c'est une entreprise. Il n'arrive pas d'ailleurs à en faire une entreprise de bénéfices traditionnels, mais ça marche. En tout cas, une partie de ce qu'il propose Oui, mais marche. la question des entreprises, parce qu'à la fin, il y a un CEO et un DAF qui signent un chèque. Et ils ont été refroidis par le cloud, parce que le cloud, au départ, c'était quelque chose de maîtrisable, de moins cher, de flexible, et au bout du compte, ça leur a coûté plus cher et ils sont dépendants. Donc, oui. Normalement, si on gouverne bien, une fois qu'il s'est passé ça, quand 3 ans après, on vous fait le même coup avec l'IA, on se repose la question. Donc aujourd'hui, ce qu'il doit prouver, c'est que c'est plus intéressant de faire une boîte OpenAI centrique qu'une boîte dans laquelle je vais mettre de l'IA dans Salesforce, je vais mettre de l'IA dans SAP, je vais mettre de l'IA dans l'ensemble des outils que j'ai déjà, qui sont implémentés et que je vais améliorer. Alors,
il répond, Ils sont dans la bataille. Oui, Alors, oui, il répond dans l'interview, parce que la question, évidemment, lui est posée très pragmatiquement, parce qu'elle est très pragmatique, Madame Chang. C'est d'abord, il y a un effet de taille. C'est pour ça qu'ils sont dans une course à la taille. C'est que plus tu as des grandes infrastructures, ce qu'il était en train de déployer, mais qui va continuer dans l'interview, plus tu as des clients de grande qualité, meilleur tu seras. Parce que c'est un cercle vertueux. Et mais ce est-ce que cercle tous vertueux. les clients ont besoin du maximum? Alors, les clients qu'il a, lui, Moi, oui. je me méfie de cette communication basée sur la Non, fascination. non, Voilà. mais non, c'est croissance à tous les. Le problème, il dit que, et ça, je n'ai pas la preuve, mais il dit que c'est la croissance qui génère la qualité. En tout cas, contrairement à ce que lui reprochent d'autres de ses anciens collègues, c'est le cœur des discussions avec les anciens. Lui, il croit que la centralisation, le changement d'échelle provoque la croissance, que ce changement d'échelle amène une qualité qui est un avantage comparatif en bonne analyse économique que le client est prêt à payer, voire même à surpayer. Il pense qu'il va être le premier, il a fait la course en tête, il pense qu'il va être le premier dans un système fermé. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a intéressé Microsoft, qui n'était pas dans un investissement politique, puisqu'ils ont une valeur de 13 milliards dont ils se demandent, voilà, et ils sont à bout de souffle en termes de capacité de compute. Donc tout le monde va être dans toute la Silicon Valley, Larry Ellison comme Google, et derrière est avec et contre. Donc c'est un système de coopétition qu'ils sont en train de construire. Et ensuite, ils en parlent, compris que les Chinois ont développé un modèle compétitif, alternatif peut-être, que l'open source peut en être un des éléments. Mais pour l'instant, d'abord ils disent ils l'ont dit que DeepSeek les avait pompés, mais ça il faut réussir à le prouver. Et puis c'est pas, disons, la même qualité. Et Oui, le mais pari, c'est un pari. C'est moins bien, mais beaucoup moins cher. Ben, il y a des boîtes que ça peut intéresser. Ah, bien sûr, c'est une alternative. Mais lui, il vise la première place. Il demande. Personne n'a jamais demandé 500 milliards au marché. Soutenu en plus par le gouvernement des États-Unis, ce qui n'est pas rien, parce que ça veut dire que les investissements de défense vont suivre. Donc il y a une partie effectivement non dite, mais d'avoir fait cette annonce dans le bureau ovale avec un président qui venait d'arriver, c'est un truc qui ne s'est jamais vu non plus. Ça existait auparavant. On sentait qu'il y avait une grosse inquiétude. Toute l'équipe Biden a dit attention, on a la Chine, donc il y a un aspect géopolitique. Et la Chine est en train de nous dépasser militairement. Et donc, il faut que la puissance financière et militaire de l'État soit derrière nous, ce qu'ils ont manifestement obtenu de Trump. Lui, ce qu'il voit Trump, c'est l'investissement dans le Texas, qui est non seulement un État républicain, mais c'est un État de pétrole. Donc, il trouve ça très, très bien. Et en plus, c'est un investissement dans des zones qui ont été larguées par rapport au développement qu'a mené la Californie. Donc, il y a une parfaite rencontre entre le messianisme, parce que c'est comme ça que certains l'ont analysé, de Sam Altman, son histoire personnelle, parce qu'il représente quelque chose autour de la singularité. Il a posté en même temps qu'il fait ses interviews, il a posté sur son blog un texte sur la singularité gentille. Voilà, The Gentle Singularity. Il faudrait voir l'illustration qui a dû être faite aussi par Niemann Lab. Ça, c'est le post de Sam Altman, qui suinte de bienveillance et qui cherche, voilà. Et Niemann Lab, il en a répondu en lui disant « T'as un petit problème, gars. Le narcissisme, c'est bien, mais attention que le robot, il te sert pas plus fort. C'est le narcissisme augmenté. Voilà, c'est ça. Et le texte sont vraiment Joshua Benton, en plus, il n'est pas spécialement tendre avec lui. Et donc, c'est vraiment, je pense, le cœur du débat sur qui est Sam Altman. Donc, le décor, c'est Stargate, projet mythologique, ou mythique, si on veut. Un homme, ce qui nous manque d'ailleurs, il nous manque une voix, un visage. Ce serait bien en plus que ce soit une femme d'ailleurs, qui porte cette ambition européenne. On a Mistral. C'est pas une dame, mais enfin bon. Oui, mais c'est notre figure de proue. Voilà, en France, parce que je ne suis pas sûr que tous les pays pensent que ce soit Mistral, mais en tout cas, on a Mistral. Et puis il y a. Je trouve qu'il marque des points, Mistral, parce que entre l'accord avec CGA, CGM, qui a quand même un grand industriel, et cette annonce quand même de nature à sécuriser, de dire j'aurai la capacité pour développer,
Moi, je trouve que c'est pas mauvais, Mistral, du tout. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais, je dis que c'est qu'un élément du plan, et c'est d'ailleurs ce qui nous manque, c'est un plan. Parce qu'on a un commissariat au plan qui est maintenant le Premier ministre. On ne sait pas s'il se sert des études qu'il avait commandées à l'époque, en tout cas celui qui est son successeur. On attend une orchestration. Et je pense que pour l'instant, honnêtement, moi j'ai plutôt vu une orchestration du côté anglais. Parce que mais pour moi, elle est véritablement européenne. Et franchement, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a fait en Europe. Je pense qu'on a une capacité à faire le droit en Europe, déjà, pour commencer. C'est la première chose qu'on a faite. C'est-à-dire que quand même, ça a joué le rôle RGPD, DSA, DMA, IA Act. Ça pose les sujets au reste du monde. Oui. Il faut arrêter d'être complexé, quoi. Lucide, après, industriellement, on sait moins bien faire. Mais en même temps, on est porteur d'un certain projet de société qui n'est pas si désagréable que ça. La preuve, c'est que venir bosser à Paris, à Berlin ou à Londres, les gens aiment bien, quoi. Mais sans faire du Staline, c'est la question que Staline posait au pape. Oui, combien de divisions blindées? Capitalisme industriel. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est bien les grands principes. Et maintenant, face à des forces qui avancent, et en l'occurrence, on peut dire que les Chinois et les Américains là-dessus sont dans une logique de force brutale, que ce soit par le capitalisme ou par la technologie, d'ailleurs, les deux en même temps. On a combien de divisions blindées? Et pour l'instant, on a, disons, quelques entreprises éparses de qualité. C'est une certitude, sinon l'Europe ne serait pas ce qu'elle est. Mais en revanche, on n'a pas de division blindée. Et quand Staline disait ça, c'était pas de la poésie, puisqu'on savait bien que ce qui avait fait gagner les Allemands, le Reich, c'était les tanks. Et donc, où sont nos tanks? C'est-à-dire des machines de guerre autonomes, structurées et coordonnées avec un état-major qui leur dit où taper. C'est rien d'autre que la ligne Maginot contre les tanks. C'est les tanks qui ont gagné. Et aujourd'hui, effectivement, pour poursuivre l'analogie, on est plutôt dans une logique de ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on fait des barrières. Maintenant, on a quoi comme tank? On a quoi comme action? Et surtout, taille. Et c'est là où je pense que, curieusement, c'est super important qu'il y ait une approche européenne comme celle que tu décris, parce que même aux États-Unis, et on s'en rend compte pas simplement à cause de la parade de Donald Trump et des manifestations contre le roi qui ont eu lieu hier, mais il y a aussi une réflexion très profonde, et dans un endroit qui est le plus important de ce point de vue aux États-Unis, qui est l'université de Stanford. Et il y a un entretien qui a été fait par l'université de Stanford avec une journaliste, éditorialiste américaine. Je propose de regarder quelques extraits, et je pense qu'il faudra que beaucoup d'entre nous le voyons. On va écouter l'interview. C'est M. Epstein pour Stanford qui pose des questions. I think it's both Karen Hao. ego and Pourquoi ça a personality clashé à clashes l'intérieur and d'OpenAI? ideological clashes. I think many of the executives at OpenAI, former executives, most of them have left now, they understood or they identified that being able to shape AI is going to give them profound influence in our future society. But they all have disagreements about how to shape AI. And when they were aligned with Altman, they thought that OpenAI was the best place that they could be doing that shaping of the technology. But when they clashed with Altman on ideological grounds, they then splintered off to create their own organization because they thought the best way to try and manifest their vision of what they wanted AI to be was to create another company to compete with OpenAI and try and beat them in the market. And that's why we've seen Elon Musk leave and create xAI, Dario Amodei leave, create Anthropic, Ilya Sutskever leave, create SSI, Miramati leave to create the Machines Lab. I mean, it's literally just a slew of departures, all reaching the same conclusion of, wait a minute, I want AI to be in my image. I want AI to be based on what I think is right. And now let me do exactly what Altman did in the beginning, which is try and form a company that is an extension of my will. You know, in governance terms, what's interesting is all of these companies are public benefit corporations. That's something completely new that never before startups were public benefit corporations. And you know, it's not only about shareholder value, but they espouse this fiduciary duty to humanity.
and I think that's interesting. But when you talk about doomers and boomers, and they say we're going to do this for the benefit of humanity, on the other side there's a huge geopolitical fight. And it's US versus China. And if you don't like what we're doing, you won't like the Chinese version of this. The good empire and the evil empire. Right. Can you talk about the development of AI in China and what are the guardrails or the different guardrails that they have? Obviously, the benefit of humanity is not something they espouse, but give us a little bit of... They do, by the way. They do? Yeah, every wow. Every empire espouses that they're doing things for the benefit of humanity. No one ever thinks of themselves as the bad guy. Everyone is always doing things for the benefit of humanity. C'est pour ça que je pense So the thing that people often don't really realize about Chinese AI development is that China's actually regulating AI very heavily. The most common rhetoric within the US about China is, well, they're not going to regulate anything and there's not going to be any guardrails whatsoever. And actually, China is the second to the EU, the one that has implemented the most amount of AI legislation and regulation, including, and I define it also broadly, it's not just regulating AI applications, they also have a data privacy law, for example, and they have cybersecurity laws and very robust ones that ultimately the AI laws and legislations now rest upon. And the same way that the EU has GDPR, has a data privacy legislation, and then they created... Elle est non seulement très bien informée, parce qu'elle parle manifestement avec tous les gens qui détestent Sam Altman et OpenAI, mais aussi elle est très très fine et elle a eu le temps d'analyser son sujet. Et elle penche, au fond, pour un monde plus ouvert, un monde plus régulé, ce que l'Europe a déjà compris. Elle a, en synthèse, plusieurs angles pour démolir le modèle que proposent les Américains. D'abord, il y a un problème d'accaparement des ressources, parce que les data, comme les ressources volées sans consentement. Elle dit qu'il y a un double jeu sur la main-d'œuvre, parce qu'en gros, ils disent que ça permet de faire des gains de productivité, mais en fait, ils ont des gens sous-payés, pas simplement aux États-Unis, mais dans le monde entier pour délivrer ça. Avec soi-disant des promesses d'automatisation massive. Tout le monde a essayé des IA qui promettaient la Lune et qui vous livrent des trucs. En fait, il y a un pauvre gars, je ne sais pas, au Kenya ou ailleurs, qui vous fait le programme et qui vous vend ça comme de l'IA. Donc, c'est une réalité. Il y a un problème de production du savoir et de monopole de la production du savoir. Et puis, elle dit qu'il y a une mission qui est trop floue, ce qu'elle développait là. C'est-à-dire que travailler pour le bénéfice de l'humanité, c'est soit messianique. C'est une idée différente. Voilà, mais il y a un problème à un moment donné, parce que quand tu as des actionnaires et que tout le monde travaille pour le bénéfice de l'humanité, tu as envie de se dire, mais il y en a qui sont plus proches de l'humanité que d'autres, alors que tous, en fait, ont cette façon d'agir qui est caractérisée par le greed, quoi, comme disent les Américains, c'est vraiment, on veut être les numéros 1. Donc, l'avidité. Donc, elle appelle à une démocratie beaucoup plus participative si on veut éviter que l'IA devienne en fait une source, la source même de l'autocratie. Et c'est ce qu'on pourrait voir sous nos yeux, j'espère pas, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette chercheuse, mais aussi cette journaliste, donc, qui réfléchit à ces traits, elle dit qu'il y a un certain nombre d'éléments très, très... Je pense que ça va être ma lecture de l'été, parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Ceci dit, à Stanford, ils lui ont posé les bonnes questions. C'est pas juste Paris Match, j'allais dire, avec des conflits d'hommes. C'est aussi des structures et une analyse. Elle dit que la vraie question, c'est la gouvernance, pas la technologie. C'est la participation de tout un chacun, des citoyens et des consommateurs, qu'il faut arrêter ce délire de la course en avant, dans la fuite en avant de la croissance, parce qu'à n'importe quel prix, non, parce que rien qu'en énergie, c'est délirant. Hein. C'est totalement délirant. Si on dit qu'il faut être sur le lieu où se produit l'énergie pour être plus efficace, ça veut dire que tout le reste est délirant. Voilà. Et puis elle dit qu'il faut faire de l'open source parce que c'est comment dire, c'est de la lumière en quelque sorte que va procéder un autre monde plus équilibré. Donc on est en face d'une analyse qui rejoint celle que tu faisais tout à l'heure sur l'Europe. La question, c'est quand même l'orchestration, puisque malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore des voix aussi fortes que celle de Sam Altman, parce qu'il a un talent fou. Hein, je veux dire, c'est le plus grand leveur de fonds de l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'ils vont dans le mur, mais il a été rejoint par Masayoshi Son, qui est aussi dans le genre
Voilà, et quand Trump a été faire sa tournée dans le Golfe, là, ils sont en train d'essayer de faire les poches des plus grands fonds souverains du monde. Hein. Il y a juste les Norvégiens qui sont... Mais sinon, les gens qui ont les plus grands fonds souverains du monde, ce sont ceux qui ont accumulé des milliards grâce à l'énergie. Voilà. Et donc tout ça est un enjeu. J'espère qu'on verra ça l'année prochaine, parce que là, on est au cœur au milieu du voyage, et je pense que c'est une vraie question politique maintenant. Et puis je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la Chine, et ça sera mon dernier sujet, j'en parlerai rapidement. Ah si, pardon, c'est moi qui est aussi par réaction à ce que tu disais. Elle en parle beaucoup. D'ailleurs, elle en parle dans l'interview. Précisément, et je parle d'elle parce que je trouve qu'elle représente quelque chose. D'ailleurs, je trouve que ceux qui parlent le mieux de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les gens qui sont à cheval avec la Chine, comme elle ou Madame Chang, parce qu'ils voient bien l'affrontement et ils arrivent à avoir des termes pour l'idéologie. Parce que les Américains, c'est pas trop leur bon. Non, mais c'est surtout que ces grosses boîtes comme OpenAI qui lancent des vagues de communication énormes, qui finalement prennent la lumière et puis se basent sur la fascination, sur des grands concepts. Le marché le dira, quoi. Et en attendant, ça prend de la place sur d'autres choses qui se jouent en Chine notamment, où peut-être que la question de l'hyperconsommation se pose différemment. La question d'avoir des solutions low-tech, d'avoir des solutions, de se poser la question de l'utilité aussi. Ils sont très pragmatiques, quoi. Ils dimensionnent le truc suffisamment. Ils vendent pas un grand concept puisque, en gros, ils vendent à l'État plutôt qu'à des investisseurs. C'est un État totalitaire quand même. Je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre forme de pragmatisme. C'est-à-dire que ça va pas vers le technosolutionnisme forcément, ça vient vers le solutionnisme, ce qui est différent. Il faut trouver la solution, et si c'est par de la tech, pourquoi pas. Voilà. Alors, la Chine est dans une situation économique quand même fragile, et donc c'est quand même une opportunité énorme pour eux de relancer un peu le marché intérieur aussi. Et donc, je voulais parler notamment de la concurrence à laquelle se livraient les villes chinoises pour accueillir des hubs et des grandes entreprises d'IA et de technologies de deep tech et de technologies émergentes. Alors notamment, deux villes ont retenu mon attention parce que on en parlait dans Courrier International. C'est la ville de Hangzhou, donc qui est une ville qui a quand même déjà 12 millions d'habitants, qui est dans l'est du pays. C'est plus grande que Paris. D'ailleurs, ça se dit Hangzhou, je crois, et qui ambitionne de gagner 200 000 habitants par an, et notamment d'attirer des talents scientifiques et d'ingénierie vers leur pôle qui est déjà plus qu'embryonnaire, puisque ils accueillent deux firmes de robotique, Unitree et Deep Robotics, l'équivalent de Boston Robotics. Ils ont aussi des entreprises de jeux vidéo, de gaming, les éditeurs de Black Myth. Le concurrent Brainco, le concurrent de Neuralink d'Elon Musk. Et puis, l'ensemble de ces petits dragons ont été fondés par des gens qui sortaient de l'université de Hangzhou, qui est l'université de Zhejiang, je vais mal prononcer. L'idée de pouvoir construire la croissance de sa ville. Donc, en fait, la ville offre de l'aide à l'installation pour tous ces talents, pour qu'ils puissent créer l'appel d'air pour ces entreprises. Et puis, de l'autre côté, il y a une ville qui s'appelle Zhuhai, qui est pas très loin de Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est une ville qui fascine parce qu'elle est passée de 20 000 habitants à 20 millions en 40 ans, elle accueille le siège de Huawei, le siège de Tencent, donc la société éditrice de WeChat, DJI, le leader des drones, BYD, le leader des bagnoles électriques, ZTE. Donc c'est une entreprise qui s'est basée, une ville qui s'est basée vraiment sur l'attraction des talents, la proximité avec Hong Kong et Macao, et qui aujourd'hui a un PIB par habitant équivalent à celui de l'Espagne. Donc c'est vraiment une ville de prospérité. Alors Zhuhai, ils sont pas très loin, et justement ils ont les sièges sociaux donc de DeepSeek et de Unitree,
Et donc, ils veulent vraiment attirer, alors eux, d'une autre façon, c'est qu'ils proposent à toutes les entreprises qui s'implantent, des entreprises de computing, de prendre en charge 50% de leur facture énergétique. Entre autres, aide à l'implantation. Mais donc, cette dimension énergie à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, c'est un peu comme attirer les tournages, les commissions du film et les pays qui donnent des avantages fiscaux, etc. Il y a une bataille assez féroce entre les différents pôles économiques en Chine. Donc, voilà. Est-ce que nous aussi, en Europe, on va mettre en place des mécanismes comme ça pour attirer dans des hubs précis, c'est une idée. Moi, d'abord, c'est le cœur de l'histoire de l'Europe. Hein. La Renaissance, elle naît de la compétition entre les villes à l'intérieur de l'Italie. Chaque ville essaye chaque seigneur de Florence essaie d'avoir un plus beau bâtiment que celui de son meilleur ennemi. Les familles, les Médicis en particulier, ont réussi à exister grâce à ça. Donc, c'est le cœur, l'émulation, on va dire, plutôt que la compétition. L'émulation est une... Alors, un exemple que je trouve très intéressant, c'est le prix qui a été attribué pour la meilleure expérience immersive cette année à Cannes. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça fait des années qu'il y a de la création qui est financée, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, c'est un Hollandais, je crois. Et ça, c'est de la création pure, avec une expérience alimentée par de l'IA et en 3D. On est au cœur de l'Europe, là, c'est de la création, c'est pas de l'entertainment pur, mais on sent qu'il y a beaucoup d'influence. Et ça chante, donc c'est un opéra. C'est pas un jeu de Unity. Voilà. Tailor-made by you and for you. Grâce à l'IA. Donc, c'est un opéra immersif personnalisable, j'ai bien compris. Voilà, exactement. Puisque en fonction du moment où tu te déplaces, je ne l'ai pas fait l'expérience, mais au moment où tu te déplaces, ce que tu vois dans ton casque, dans ton univers, c'est une adaptation qui est sur mesure, pour essayer de traduire l'idée de tailor-made. Et on voit bien toutes ces tensions dont on est en train de décrire. Mais il faut quand même effectivement des moyens pour financer ça, parce que ce n'est pas encore du marché. Et puis deux, il faut des talents. On les a, les talents. Et donc, il faut qu'on les actualise. Mais on a donc ces deux exemples-là, celui de Blancali avec l'IRCAM et celui-ci que j'ai découvert comme tout le monde, montre qu'il y a une capacité de création, une vraie. Maintenant, espérons que ce ne soit pas des hirondelles. Enfin, il faut que ce soit le printemps derrière. Voilà. Voilà. En tout cas, je vais te dire que comme c'est la dernière émission de la saison, qu'on a passé 25 semaines trépidante, vraiment très intéressante, avec beaucoup de personnalités qui se révèlent au fur et à mesure de l'évolution de la rencontre entre l'intelligence artificielle et toutes les formes de création. Et je trouve qu'il y a à la fois beaucoup de mouvements dans les médias traditionnels, parce qu'ils doivent survivre, chez des individus qui prennent les questions à bras-le-corps. Il y a quand même des sacrées questions juridiques et technologiques qui sont en suspens, mais que ça n'a jamais autant bougé. Mais je pense que ce soit pour les médias ou pour les industries créatives, les prochains mois vont être quand même très tendus pour tenir bon dans ce qui est essentiel et faire un peu cet inventaire de ce qui doit changer et ce qui ne doit pas changer. Avec en plus l'IA qui met une pression que tu as justement indiquée sur les coûts et qui pose la question de la productivité et de l'efficacité. Et la creators economy qui s'appuie sur d'autres bases. Et on vient de voir un gros rachat de Publicis d'une plateforme de creators economy. Donc, voilà, les créateurs traditionnels, j'ai envie de leur dire, venez voir ce qui se passe de ce côté-là, parce que l'économie est différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais en tout cas, je pense que c'est quand même celle qui va rester. C'est compliqué. Moi, il y a 2 ou 3 boîtes que je voudrais saluer, dont souvent tu as été le porte-parole, que ce soit Fortige Productions, on en connaît d'autres, notamment Obvious, ou des collectifs, des entreprises, des collectifs qui portent ce flambeau. Il faut qu'elles puissent prospérer, quoi. En tout cas, voilà, bonnes vacances.
Bonnes vacances Profitez tout bien. le monde. N'hésitez Ouais. pas à réagir, éventuellement nous mettre en lumière des Ouais. boîtes françaises ou européennes qu'on n'aurait pas citées ou qui seraient passées sous le radar. Exactement, on n'a On pas est la science toujours infuse. friands de découvrir. Merci beaucoup, Sandrine. Bon été. Merci, bon été à toutes et à tous.